Ok, c'est parti. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, nous allons vous présenter avec les auteurs et autrices qui sont présents ou qui vont nous rejoindre l'ouvrage Écologie du smartphone qui est paru aux éditions Le Bord de l'eau. Donc, il y a un petit côté unboxing. Voilà. Alors, donc, nous avons le plaisir, en tant que coordinatrice, coordinateur, voilà, d'accueillir quelques auteurs, autrices parmi nous. Alors, un ASMR unboxing, ouais, c'est ça. C'est un genre que nous inventons. Voilà, on va vous présenter le propos général de l'ouvrage et puis détailler avec les autrices auteurs qui sont présents, plus spécifiquement quelques articles. Donc, l'ouvrage a pour objectif de considérer ou de reconsidérer la dimension matérielle de la culture numérique et en particulier du smartphone, sachant qu'on a souvent des métaphores immatérielles pour décrire le numérique et les usages du smartphone. Donc ici, c'est une tentative de réarticuler à nouveau frais deux phases de la culture mobile, hein, le téléphone smart, émancipateur et mobilisateur, mais également le dark mobile, hein, extractiviste, énergivore, et donc de mettre en avant une pensée de la dénumérisation et aussi des gestes de réparation, recréation. Donc, quand on prend en compte cet ancrage techno, géo, physique du smartphone, bien, il y a bien sûr la nécessité de prendre en considération des composants, des infrastructures, des mines, des centrales électriques, des mines de déchets, etc. Mais aussi, bien sûr, surtout des travailleurs, des recycleurs, des creuseurs, des réparateurs et des créateurs. Voilà. Et donc, cet ouvrage se positionne en ce sens dans une posture et une perspective d'écologie résolument décoloniale, parce qu'il s'agit de déconstruire, hein, la logique extractiviste et in fine postcoloniale et impérialiste qui est au cœur de l'économie numérique. Donc, dans une situation écologique critique, hein, dans un contexte d'effondrement anthropocénique, il s'agit, voilà, de pointer le fait que l'extractivisme, qui va de l'extraction des données des utilisateurs, ça c'est ce qu'on entend le plus souvent ici, par exemple en France, mais qui va aussi jusqu'à l'extraction des minerais exploités pour les entreprises du numérique, cet extractivisme, il menace la viabilité de la vie terrestre tout entière et fragilise davantage encore les conditions d'existence des populations les plus pauvres. Voilà. Alors, cet ouvrage, il a aussi une spécificité, c'est qu'il a une perspective de pluriversalité épistémique, c'est-à-dire il y a des articles de recherche, des textes, des militants et des entretiens avec des acteurs associatifs, des artistes, des designers. Et c'est une invitation donc à décoloniser le numérique qui va conduire lecteurs, lectrices des mines du Congo RDC, aux ateliers de réparation de Genève, aux rues de Kinshasa, aux déchetteries du Ghana et aussi dans des quartiers ravagés de Détroit. Voilà. Donc, c'est la vue d'ensemble. Il y a trois parties dans cet ouvrage collectif que j'ai coordonné avec Alexandre Monin et Nicolas Nova. Je ne me suis pas présentée, mais moi, je suis Laurence Allard. Et donc, mes deux coordinateurs vont peut-être présenter aussi un peu voilà, soit le plan, soit leur co-perspective de l'ouvrage. Donc, je les laisse. Donc, Alexandre, si tu veux dire quelques mots Merci de beaucoup, présentation complémentaire. avec plaisir. Merci beaucoup, Laurence, pour cette présentation. En fait, je vais pas Ah, ajouter. on ne t'entend pas, Alexandre. Ah, vous m'entendez? Ok. Donc, je disais merci beaucoup, Laurence, pour cette présentation. Alexandre, Bon, on ne t'entend pas. Ici, nous, on l'entend très bien. ouais. Nous, on l'entend bien. Alors, peut-être que Laurence n'entend personne parce qu'elle n'a pas de haut-parleur, mais nous, on Ah oui, entend bien. vas-y, Nous, on vas-y. entend très bien, Ok. Alexandre. Oui, oui, désolé. Pas de souci, pas de souci. Donc, je disais que effectivement, je n'allais pas forcément ajouter grand-chose à ta présentation et je te remercie encore de l'avoir faite, Laurence, et puis d'avoir impulsé aussi l'effort derrière cet ouvrage pour dire effectivement que c'est l'occasion de se ressaisir peut-être ce livre d'un objet emblématique de la technosphère et de ne pas donc limiter les enjeux de l'écologie aux enjeux de nature
mais au contraire de poser des enjeux de technique, de poser des enjeux d'extractivisme, de poser aussi le numérique à travers cette question de la technique, de l'extractivisme, et également donc de l'impérialisme et de la colonialité, puisque c'est au cœur effectivement de ce type de dispositif. Et donc un ouvrage qui allie à la fois des textes théoriques pour essayer de se saisir d'un certain nombre de phénomènes, et puis des témoignages très différents dans des pays et des contextes extrêmement différents. Donc c'est assez rare, je pense, d'avoir ce type d'association et d'agencement, ce qui peut-être rend l'ouvrage d'autant plus précieux. Donc voilà, ça me permet de remercier les contributrices et les contributeurs d'ailleurs d'avoir bien voulu apporter leur éclairage à ce livre et à cette problématique. Nicolas, tu souhaites dire un mot également? Ouais, enfin, tout a déjà été dit, hein, donc je voudrais remercier aussi tous les contributeurs et contributrices avec le rappel que ce livre, hein, qui est là, il est issu d'un colloque en fait qui a eu lieu juste avant la pandémie, hein, et qui, je le rappelle parce qu'il me semble que c'est un moment où il y avait toute une prise de conscience sur des enjeux, hein, sur le poids environnemental du numérique, en partie lié à des matières premières et en partie lié à des questions énergétiques. Et ce qu'on cherche à faire dans l'ouvrage, c'est montrer en fait la question est beaucoup plus large que ça, avec des points de vue qui peuvent être à la fois critiques, des points de vue qui peuvent être à la fois liés à des pratiques de terrain, sur des questions de réparation, de détournement, de réemploi, de recyclage, d'aide humanitaire pour des personnes qui souffrent des dégâts collatéraux de l'extractivisme. Et donc là, le livre sort maintenant 2 ans après, hein, et qui est dans un moment, enfin, on pourrait dire encore plus important, hein, quelques jours après la sortie du rapport de l'IPCC, du GIEC, pardon, sur des questions qui sont quand même un peu plus normatives ou sur les enjeux de sobriété. Et donc, il y a un moment important en fait dans lequel on se glisse à la fois, enfin, c'est voulu et pas voulu, et donc le panorama qui est offert avec l'ouvrage permet de saisir en fait toute la complexité et les nuances du phénomène, bien au-delà de une vision strictement critique sur le numérique ou une vision qui serait juste sur la dimension matérielle. Ça va de l'extractivisme aux usages à des pratiques de faire durer des objets, mais d'autres manières que celle d'une forme de développement durable du numérique. D'accord, oui. Ce que je propose rapidement aussi pour présenter l'ouvrage peut-être plus concrètement, donc il a cette belle couverture. Et puis donc il est composé de 3 parties, donc une partie justement qui souhaite articuler technosphère et biosphère, donc dont Nicolas et José vont rendre compte, une partie numérique et décolonialité, donc avec mon article, un entretien avec Génération Lumière, qui est une association de justice environnementale, un entretien avec Sarah Creta, qui est une ancienne MSF Congo-RDC, François Huguet autour des réseaux mèches à Détroit dont il va nous parler, Yasmine Abbas et Dekaoseo Azare autour justement d'un Fab Lab mobile dans la déchetterie d'Aglobichi d'Accra, et Léonore Lio, qui est une des cofondatrices du collectif d'artistes Congo Astronautes, qui nous raconte la naissance en fait de ce collectif. Et puis la 3e partie, avec ton travail, Nicolas, et avec Anaïs Bloch, d'ethnographie, par également les moyens aussi du design graphique, des magasins, des cliniques du smartphone, hein, des magasins de réparation. Un entretien avec Erwan Fanja, qui fait un travail depuis de nombreuses années justement sur l'économie circulaire et également des quantifications sur notamment la réparabilité, la durabilité du smartphone et les gains en termes d'équivalent
CO2 que l'on peut obtenir en faisant durer un smartphone qui est renouvelé tous les 2 ans en moyenne, hein. Donc voilà, il a notamment été un peu à l'origine aussi de l'indice de réparabilité. Mobile Camera Club, tout un point justement sur la législation en matière de droit à la réparation qui commence à justement à être un droit qui commence à être reconnu un peu partout dans le monde et notamment aussi en Europe. Un entretien avec justement des acteurs de la réparation associative, ce qu'on appelle les Repair Cafés, notamment le Repair Café du 5e arrondissement qui a toute une réflexion sur la question à la fois de réparer, mais aussi de peut-être réfléchir à la dispensabilité même de certains équipements, voire leur mutualisation, notamment du côté du numérique, des équipements électroniques et électriques. Et puis, on termine sur deux collectifs d'artistes designers qui justement œuvrent à la réparation, recréation. Donc, Jerry Do It Together autour de le réemploi de jerrycans pour finalement réassembler notamment des ordinateurs, qui est une communauté qui est également présente en Afrique. Et puis l'Internet des objets morts, qui est un collectif de 2 artistes justement qui, là encore, depuis de nombreuses années, travaillent à ce cycle de réparation, recréation. Voilà, donc on a 3 parties et une postface, mais qui aurait pu être une introduction d'Yves Citon, qui est ici présent, donc, qui nous propose justement de réarticuler ces 2 faces sombres et, et smart du mobile dans ce qu'il appelle les 2 écologies du smartphone. Et donc, je te laisse, Yves, présenter ta réflexion au sujet de ces deux écologies du smartphone et je quitte mon partage. Voilà, je te laisse la parole. Il faut que je mette mon micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Oui, super. OK, merci beaucoup. Donc, merci à vous 3 de m'avoir invité. Je suis un petit peu comme le cheveu sur la soupe dans cette affaire parce que je ne parle pas d'écologie matérielle qui est quand même au cœur, il me semble, de la problématique et des différents articles. Donc, vous m'avez mis un petit peu à la fin parce que je suis un petit peu décalé. J'essaye plutôt de parler, disons, d'écosystème relationnel ou d'écologie des rapports humains, des rapports attentionnels, des rapports de pouvoir, dont le smartphone peut être un vecteur ou un nœud de réseau, etc. Donc, moi, je ne parle pas de matérialité, mais d'autre chose. Et cette autre chose, j'essaye de l'articuler entre 2 modes relationnels ou 2 univers d'usage ou 2 approches possibles du smartphone, 2 modes d'utilisation du smartphone. Et j'essaye donc de les caractériser en prenant toujours l'histoire du smartphone entre, d'une part, une smartness que je caractérise de façon un petit peu simpliste pour la critiquer, et d'autre part une intelligence d'improvisation, donc ça serait deux déclinaisons possibles du côté smart du phone, et que je prends à différentes sources. Alors on n'a pas beaucoup de temps et je vais aller très vite. Le côté smartness, je le prends bien entendu de tout ce qu'on fait en termes de smart city, de smart grid, etc., etc. Et je vais chercher en particulier chez des gens que j'aime bien, en particulier Orit Halpern, qui a fait un article il y a quelques années, déjà c'était 2017, avec Robert Mitchell et Bernard Dionysius Geoghegan, un article qui s'appelait le Smartness Mandate, l'impératif de smartness. Et il me semble que c'est qui résume assez bien ce que c'est qu'une certaine vision de l'écosystème dans lequel nos smartphones en tant que smart s'inscrivent, à savoir quelque chose qui a à faire avec des big data, avec des algorithmes, avec des intelligences artificielles qui traitent des données pour nous faciliter la vie ou la communication. Et ce que pointent Orit Halpern et ses camarades là-dedans, c'est quatre features, quatre aspects de cet impératif de smartness. Je vais vous les citer brièvement. Le premier, c'est que le territoire propre de la smartness, c'est ce qu'ils appellent la zone.
Et par zone, il faut entendre quelque chose qui est un petit peu extraterritorial, comme les zones de libre-échange. Mais pas seulement les zones de libre-échange, mais des sortes d'espaces qui existeraient en tant que tels, justement un peu détachés de la matérialité dont parle tout le volume, et qui seraient un espace de données, et aussi un espace d'individus. Comme si on pouvait être un petit peu atomisé, moi et mon smartphone, moi, mes intentions, mes usages et mon smartphone, c'est ça qu'on essaye de rendre intelligent. Le deuxième aspect de ce Smartness Mandate, c'est, il le formule comme ça, les quasi-agents de la smartness, donc c'est des agents parce qu'ils font des trucs, mais c'est des quasi-agents parce que leur agentivité est problématique. En termes par exemple, Willem Flusser dirait que lorsque nous utilisons des smartphones, nous devenons, et qu'ils fonctionnent bien pour nous, nous devenons les fonctionnaires d'Apple ou des smartphones, et donc c'est des quasi-agents, et que les quasi-agents de la smartness, ce sont des populations, au sens où, de nouveau, ça se gère par des flux, ça se gère à travers des flux de données, et c'est un mode d'existence des humains qui est quand même assez particulier. Troisième aspect de la Smartness Mandate, l'opération cruciale de la smartness, c'est une citation, est l'optimisation. Donc, ces flux dans des zones un petit peu extraterritoriales, informatisées, ces flux de données sur des populations, ça vise à optimiser, avec comme arrière-fond non dit que justement on ne se pose pas trop la question d'optimiser pourquoi, ou c'est le meilleur pourquoi faire, ou c'est le meilleur avec quels effets à long terme. Et là, de nouveau, l'écologie du smartphone, ce que les autres chapitres montrent, c'est qu'il y a un amont et il y a un aval, et que ce qu'on fait lorsqu'on téléphone ou lorsqu'on prend des données ou lorsqu'on se fait prendre des données avec nos smartphones, oui, peut-être que ça optimise certaines choses, mais peut-être que ça détruit d'autres choses ou que ça exploite d'autres gens. Finalement, le quatrième aspect de cette Smartness Mandate, c'est que la smartness produit, ou est censée produire en tout cas, de la résilience. Les smart grids, c'est justement des réseaux électriques qui sont résilients. Avec le symptôme que ça a, cette résilience, que justement on est sous menace, voilà, il y a quelque chose qu'on ignore et qui va nous revenir dessus, et cette résilience, elle est supposée essayer de nous aider avec ça, mais de nouveau avec un manque de peut-être réflexion à plus long terme ou plus large. Donc ça serait une caractérisation assez négative et assez simpliste de ce qu'on peut critiquer dans la smartness du smartphone. Ce qui me semble plus intéressant, c'est déjà à ce niveau-là de voir deux choses, de voir qu'il y a une autre smartness du smartphone, qui est en particulier que parce que ça fonctionne, parce qu'on peut faire un truc aussi merveilleux que prendre des images dans la rue lorsqu'un noir se fait tabasser par un flic et le diffuser rapidement sur Internet et que ça circule, et ben le fait que ça fonctionne, qu'on puisse faire tout ça, ça a aussi une autre forme d'intelligence, ou ça se prête à d'autres formes d'intelligence qui sont plus collectives, qui sont plus émancipatrices, etc., contre-systémiques peut-être, etc., etc. Et d'où la deuxième partie un petit peu de l'article qui va chercher, alors ça c'est très très bizarroïde, mais je vais chercher chez un poète, théoricien noir américain qui s'appelle Fred Moten, qui est un des auteurs de The Undercommons que certains lecteurs peut-être connaîtront et qui viennent de faire un livre nouveau qui s'appelle All Incomplete, qui est vraiment génial. Et Fred Moten est aussi un passionné de musique, d'improvisation, de free jazz, parce qu'on a assimilé dans la catégorie du free jazz. Et il a fait un article qui est une étude de Anthony Braxton, un disque solo d'Anthony Braxton qui s'appelle For Alto. C'est juste Anthony Braxton avec son alto qui fait, fin des années 60, un double album. Et il essaye de mettre en rapport cette œuvre d'improvisation de saxophone, improvisation forcément avec composition, parce que Braxton, c'est quelqu'un qui se donne toujours des contraintes compositionnelles, néanmoins il improvise, avec une théorie du droit qu'il va chercher chez quelqu'un d'autre, qu'il appelle le jurisnaturalisme. Et là, il faut juste que je fasse, je ne vais pas être trop long, mais il faut juste que je fasse une petite référence à Hobbes. On a l'habitude de penser la politique et l'État
comme si au début il y avait un état de nature où il n'y a pas de loi, où tout le monde bouffe tout le monde, et puis tout d'un coup on fait un contrat social, on instaure un État, et l'État nous donne des lois. Le souverain, que ce soit le roi, que ce soit une démocratie, les lois, elles viennent d'en haut parce qu'on a fait un contrat social et qu'on s'est donné des institutions qui nous donnaient des lois. Ce que Moten, à travers les Undercommons et dans cet article souligne, c'est que non, oui, on a fait des États, mais l'État, il est aussi bien là pour empêcher une émergence de droits ou de lois ou de normes ou de façons de faire qui sont endémiques, qui sont immanentes. Et le jurisnaturalisme, ça consiste à dire que les règles de fonctionnement, elles émanent autant, voire davantage, des gens qui interagissent, des socialités d'interaction, que d'un État qui donne des lois. Et là, et le fait qu'il fasse ça à propos de l'improvisation, ça me semble intéressant. Donc, je vais m'arrêter ici juste pour dire que dans la deuxième partie de l'article, j'essaye de lire quelques citations de Moten et d'en tirer, je crois, 8 ou 9 principes qui seraient des principes de cette autre écologie de l'intelligence d'improvisation qui me semble très, très différente de la smartness avec des données qui s'autocalculent avec des algorithmes ou des intelligences artificielles. C'est simplement une autre forme d'intelligence, une intelligence collective, une intelligence qui passe souvent par les assemblées, assemblistes, et que peut-être qu'on peut comprendre à travers ces instruments que sont les smartphones, à travers les réseaux dont ils participent et qui ont une forte logique technologique de smartness, aussi on peut voir des usages qui compensent peut-être, je ne sais pas, cette imposition de smartness à travers des pratiques d'improvisation. Et c'est ce que j'essaye de développer en laissant comme point d'interrogation à la fin, est-ce que cette intelligence d'improvisation est véritablement compatible à l'échelle planétaire avec la production de ces appareils-là, ou est-ce qu'il y a un conflit intrinsèque qui fait que l'un devra gagner contre l'autre? Et ça, je ne sais pas. Donc, je laisse le point d'interrogation. J'espère que ce n'est pas trop long et je m'arrête en tout cas. Laurence, tu n'as pas de micro. Ton micro n'est pas branché, Laurence. Oui, je disais, on aurait pu tout à fait ouvrir sur cet article, puisqu'il y avait l'idée de ces deux phases que tu réarticules. Et donc, merci beaucoup, Yves, de ce résumé. Mais je ne sais plus combien il y a de thèses. En effet, il y en a une petite dizaine. Voilà, il me semble. Donc, alors, l'ouvrage s'ouvre justement par une première partie qui va nous faire associer la technosphère, mais justement à son caractère plutôt biogéophysique. Et cette partie aurait pu aussi s'intituler les nouvelles ou les nouveaux défis du tableau périodique, puisque ça c'est une formule qu'on va trouver dans l'entretien de José Alloy. Alors Alexandre, donc ton article initie cette première partie, technosphère et biosphère, donc avec une proposition de dénumérisation du monde. Voilà, alors je te laisse aussi résumer ta pensée, ton article. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Merci Yves pour ta présentation précédente, très, très intéressante, très inspirante. Alors effectivement, en dénumérisation, on verra que ce n'est pas une dénumérisation évidemment totale, mais l'idée c'est de poser en tout cas cette question. Et pour ce faire, j'ai essayé en fait dans ce chapitre de réfléchir finalement à la manière la plus globale, la plus générale dont on peut finalement qualifier le numérique. Qu'est-ce que c'est finalement le numérique quand on essaie d'aller au fond des choses? Et alors, c'est un petit peu paradoxal parce que ma proposition, elle est de faire appel à des catégories sémiotiques, mais très, très générales pour qualifier le numérique au moment même où finalement on présente le numérique sous sa face la plus matérielle. Et à raison, parce qu'on le dit depuis pas mal de temps maintenant. Alors, José participe à ce mouvement. Moi, j'ai essayé de rappeler ça à l'époque quand je travaillais chez Inria et à d'autres endroits, qu'effectivement, le numérique, ce n'est pas immatériel, ce n'est pas du virtuel, c'est de l'actuel et du matériel. C'est un peu tout l'inverse. Alors, il y a une raison pour laquelle on parle de virtuel, mais ce n'est pas forcément la bonne, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus.
Et du coup, maintenant, quand on parle de numérique, on a presque tendance à penser câbles, infrastructures, métaux, déchets, ce genre de choses. Ce qui est tout à fait juste parce que c'est une part extrêmement importante et le livre y insiste et essaie de recomposer finalement l'histoire et la géographie de ces matérialités. Néanmoins, le numérique, c'est aussi une capacité d'abstraction et donc il y a un enjeu aussi à ne pas la laisser de côté parce qu'en fait, cette capacité d'abstraction, elle explique aussi le succès finalement du numérique. Si on peut abstraire et rendre des éléments manipulables par le moyen du numérique, finalement, c'est une force très, très importante. Et parfois, si on regarde juste un data center, des fils, des câbles ou des choses comme ça, on peut finalement ne plus l'oublier, tendre à l'oublier. Et donc, j'ai essayé dans cette proposition de chapitre d'associer les deux ensemble et d'expliquer finalement que plus on abstrait d'un côté, plus c'est matériel de l'autre. Plus on va avoir une force d'abstraction qui va permettre de développer une force de manipulation. Alors, ce n'est pas la manipulation des esprits, hein, c'est la manipulation justement de systèmes et par la sémiotique, par des moyens sémiotiques. Plus on va finalement mobiliser des matériaux, des flux d'énergie et de la manière la plus efficiente. Et donc, si c'est de manière plus efficiente, on va multiplier ces déplacements de flux de matière et d'énergie et il y en aura partout. Et donc, c'est comme ça aussi que le numérique réussit à conquérir le monde. Donc, une face abstraite et une face matérielle qui ne s'opposent pas, mais l'abstraction, en fait, a un coût matériel extrêmement important. Et donc, j'ai essayé de ressaisir ces deux dimensions. Et je fais une comparaison dans cet article avec d'autres modalités, on va dire, sémiotiques existantes, notamment avec la monnaie, qui est aussi un élément sémiotique, une abstraction sémiotique, comme l'avaient dit certains sociologues, une abstraction matérielle, et donc qui joue sur ces deux faces, et qui d'ailleurs elle-même, comme le montrent les travaux de Alfred Borg, fonctionne aussi en agrégeant des flux de matière et des flux d'énergie avec des inégalités au niveau géographique, géopolitique et historique. Et donc, d'une certaine manière, ma proposition, c'est de dire qu'aujourd'hui, Alfred Borg nous explique que la monnaie comme régime sémiotique explique l'entrée dans l'Anthropocène et le développement d'un échange écologique inégal, qui est une thématique qui était très travaillée avant et qu'il essaye de remettre en avant. Et moi, je dis que loin de s'opposer finalement à cette forme sémiotique, à ce format sémiotique antérieur, le numérique, finalement, il joue un petit peu le même rôle aujourd'hui, mais d'une manière démultipliée, avec une puissance encore plus importante que la monnaie. Et d'ailleurs, monnaie et numérique, ça va bien ensemble, et ce n'est pas un hasard, hein, c'est des couches sémiotiques qui opèrent une jonction. On le voit évidemment avec le Bitcoin, et puis par d'autres aspects avec la blockchain comme support finalement des crypto-monnaies. Je ne parle pas de ça dans l'article, mais voilà, c'est thématiques évidemment ce sont des thématiques très, très actuelles. Et donc, voilà, j'essaye de montrer que finalement, ce qui se joue aujourd'hui, c'est le fait qu'on n'est pas simplement dans le fait de montrer des phénomènes en miroir, comme c'est parfois dit pour le numérique. Hein, on numériserait tous les objets du monde, on trouverait leurs équivalents à travers le métavers ou à travers des choses comme ça. Il y a une densité propre au numérique et qui opère un certain nombre de déplacements et que cette densité, elle explique finalement ce que fait le numérique aujourd'hui pour moi, c'est redoubler finalement le monde. C'est-à-dire qu'on ne représente pas simplement le monde, on le redouble en donnant d'autres prises pour l'action via justement cette sémiotique actionnable qu'est le numérique. Et ce sont des prises pour l'action qui ne suivent plus forcément les temporalités antérieures ou les déplacements de flux de matière et d'énergie antérieurs et qui donc bouleversent forcément ce qui permet de faire tenir tout ça. J'allais dire le support, mais ce serait trop une pensée d'informaticien évidemment, c'est-à-dire la Terre finalement. Hein. Ce ne sont pas les mêmes rythmes. Et donc, j'essaie de faire la comparaison entre cette sémiose généralisée du numérique et puis une manière aussi de comprendre les phénomènes terrestre à travers ce que certains chercheurs ont appelé une biosémiotique. Et donc, c'est un petit peu sémiotique contre sémiotique, mais avec des temporalités, avec des flux d'énergie et de matière qui ne sont pas du tout les mêmes et qui, évidemment, entrent en contradiction. Et peut-être que le signe de l'Anthropocène aujourd'hui, c'est un petit peu ça. D'ailleurs, on dit la grande accélération, c'est deuxième moitié du XXe siècle, c'est l'après-guerre. Et bien, le développement des technologies numériques, c'est aussi l'après-guerre. Ce n'est pas complètement, évidemment, un hasard.
Et le dernier point, je vais être rapide là-dessus, que j'essaie de développer, c'est vraiment pointer ça en référence notamment aux travaux de Diego Landivar sur ce qu'il appelle, lui, des protocoles de renoncement. C'est une fois qu'on a posé ça, évidemment, on est dépendant, de plus en plus dépendant de cette technosphère numérique. Donc, il ne s'agit pas du tout de rompre comme ça ou de prétendre qu'on va rompre comme ça ces dépendances d'un coup d'un seul. Ça n'aurait pas de sens. Mais se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut penser une dénumérisation, surtout, je passe peut-être le bâton à José, si ces technologies ne sont pas particulièrement viables au plan environnemental. Enfin, elles sont particulièrement viables sous un certain jour, mais qui n'est pas le bon. Mais José pourra le repréciser. Comment est-ce qu'on peut penser justement une forme de dénumérisation où là, l'enjeu, ce n'est pas simplement de substituer à des infrastructures qui ne sont plus viables d'autres infrastructures en séparant un petit peu leurs fonctions, leurs propriétés, leurs services pour les réallouer sur d'autres types d'infrastructures peut-être beaucoup plus viables. Avec le numérique, la difficulté qui se pose notamment pour les jeunes générations, c'est qu'il y a tout un ensemble de phénomènes, de modes de socialisation, de manières d'habiter finalement même la planète, qui sont conditionnés par des dispositifs numériques, qui font émerger des propriétés, des services ou des fonctions qui sont propres au numérique. Et donc, si on veut les faire atterrir sur des infrastructures non numériques, ça pose évidemment des problèmes tout à fait inédits, mais qu'il faut essayer, je pense, de penser aujourd'hui, et en tout cas d'ouvrir un petit peu cette réflexion. Voilà, c'est la conclusion qui pointe vers les travaux de Diego Landivar, mais en les décalant justement sur le volet numérique. Voilà, ça permet d'associer Diego Landivar à cet ouvrage, comme c'était le cas au moment également du colloque. Merci beaucoup à Alexandre. Donc, quand on vous écoute, Yves et toi, Alexandre, et puis avant d'entendre José, il faut vraiment signaler que cet ouvrage a une pluriversalité épistémique et une pluridisciplinarité. Hein. Donc, il y a à la fois des sociologues, des philosophes, des physiciens, des designers, des sémioticiens, voilà, et sémioticiennes, etc. Donc, c'est notamment hein, le cas pour toi, José Alloy, qui est donc enseignant et chercheur en physique, et donc dont un terme, une formule, une notion est assez reprise dans l'ouvrage, qui est celle de technologie zombie, pour qualifier le numérique versus des technologies vivantes. Et donc, justement, cette biosphérisation du numérique, comment tu l'envisages et voilà, comment tu as participé à cet ouvrage sous la forme d'un entretien avec nous. Et est-ce que tu peux nous révéler un petit peu la teneur de cet entretien? Alors, je suis parti d'un constat qui est dans la ligne de ce que raconte Alexandre, en fait, c'est que quand on regarde les crises écologiques, donc les crises écologiques sont nombreuses, variées, ce n'est pas juste le réchauffement climatique. En fait, on peut établir une causalité directe ou indirecte. Ces crises sont produites par des technologies, par des techniques. Et plusieurs techniques peuvent produire d'ailleurs des effets semblables. Donc, la question des techniques est devenue centrale dans les questions de compréhension de l'écologie du point de vue bio-géophysique, en fait. Et puis, la réflexion est partie sur une comparaison entre, finalement, les objets artificiels issus des techniques et des technologies modernes et le fonctionnement du vivant sur la planète Terre. Et il y avait là quelque chose de commun parce que le vivant est omniprésent sur la planète, mais de nos jours, l'humanité étant devenue une force tellurique, en fait, les techniques et les technologies sont omniprésentes sur la planète. Et c'est deux mondes qui interagissent en permanence et qui sont en fait incompatibles, en tout cas incompatibles avec le vivant tel qu'on le connaît et avec l'humanité telle qu'on la connaît pour le moment. Et donc ça, c'est un constat inquiétant et il partait d'une évidence, voire d'une trivialité en physique, mais qu'on oublie souvent et qui est toujours oubliée aujourd'hui, c'est qu'il faut des matériaux pour faire de l'énergie et de l'énergie pour faire des matériaux. Alors, quand on tire sur cette évidence, et par exemple, c'est une évidence qui est
Quand je le dis, c'est une trivialité, évidemment, du point de vue de la physique, mais quand vous regardez la prospective, vous avez RTE en France qui fait un rapport sur le mix énergétique à 2050. Il parle très peu des matériaux, voire pas du tout. Vous prenez l'OCDE qui fait un rapport de prospective sur l'usage des matériaux jusqu'en 2060. C'est à peine si la question de l'énergie est abordée. Donc, on voit que ce sont des pensées en parallèle. Et quand on fait la jonction, à ce moment-là, on se rend compte d'un constat assez effarant, c'est-à-dire que quand bien même on voudrait poursuivre dans la direction actuelle, c'est-à-dire dans l'usage intensif de toutes ces technologies, eh bien, il va y avoir une impossibilité physique de le faire, en fait. C'est-à-dire que les matériaux que l'on utilise pour fabriquer tous ces objets, dont le smartphone est emblématique, eh bien, nécessitent des puissances, donc des flux d'énergie par unité de temps, très importants pour fabriquer ces matériaux qui vont ensuite servir à fabriquer ces objets. Et cette puissance, en fait, on se demande bien où on pourrait la trouver ailleurs que dans les combustibles fossiles. Les combustibles fossiles étant du soleil stocké sous forme chimique dans un réservoir terrestre. Et donc, c'est des millions d'années stockées qu'on est en train de libérer. Si on se ramène au fonctionnement du vivant, le fonctionnement du vivant ne fonctionne jamais à des puissances aussi importantes que les technologies que l'on utilise et que la fabrication des matériaux surtout. Parce que le vivant, depuis 3 milliards d'années, il est contraint plutôt par la photosynthèse, c'est-à-dire l'usage de l'énergie solaire qui, elle, est contrainte par la physique du problème, par l'astrophysique en fait, elle est contrainte en valeur, c'est-à-dire il y a une valeur maximale de la puissance disponible sur Terre qui est faible en fait, elle est de l'ordre de 342 watts par mètre carré. Or, si vous prenez un grille-pain, c'est de l'ordre de 600 à 1000 watts. Si vous prenez un aspirateur, c'est de l'ordre de 1000 à 2500 watts. Et ça, c'est le fonctionnement de la machine. Mais si vous prenez les matériaux qui composent ces éléments, comme le smartphone, les semi-conducteurs, les métaux, les polymères, etc., eh bien, à la fabrication de ces matériaux correspondent des puissances qui sont supérieures à ce que l'on trouve dans le flux solaire. Et donc, il y a une double incompatibilité, c'est-à-dire nous avons du vivant qui est du mou et mouillé. Donc, nous sommes des êtres mous et mouillés. Et puis, est plutôt organique, c'est-à-dire composé de molécules de carbone. Et puis, nous avons des technologies qui sont sèches et dures et qui sont essentiellement composées de matériaux minéraux. Bien sûr, il y a de l'organique, mais c'est de l'organique pétrochimique, donc c'est la chimie de synthèse. Et le problème, c'est que ces deux modes de fonctionnement, ces deux modes d'existence sont incompatibles, c'est-à-dire que la fabrique des objets détruit le vivant, ou plutôt, pour être plus précis, réduit l'habitabilité de la planète pour les vivants que nous connaissons, pour le moment, dont nous faisons partie. Alors, je n'ai pas de crainte que le vivant survivrait à une catastrophe absolue, parce qu'il a survécu déjà à des catastrophes importantes, avec des extinctions massives, mais on peut se poser la question, est-ce que l'humanité sera encore là si on va jusqu'au bout de cette logique, en fait? Et cette logique, elle a une fin parce que quand bien même on se fiche complètement de l'écologie, eh bien, et qu'on veut consommer au dernier gramme de combustible fossile, eh bien, il y aura un dernier gramme de combustible fossile. Et donc, à ce moment-là, on se posera de toute façon la question, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas ces combustibles fossiles? Et bien entendu, on ne devrait pas utiliser ces combustibles fossiles puisque nous savons que c'est la cause principale du réchauffement climatique. Et donc, nous avons là des paradoxes et des dilemmes, et des dilemmes cornéliens, c'est-à-dire on est à la fois attaché à toutes ces technologies qui structurent le monde depuis 2-3 siècles. Il faut voir jusqu'où on fait remonter. Et nous savons que toutes ces technologies, elles sont mortes du point de vue de la soutenabilité. Donc, c'est pour ça que je les appelle des zombies. Ce sont des technologies mortes vivantes, mais elles continuent d'envahir le monde, et évidemment au détriment des vivants que nous sommes, en fait. D'où l'idée de technologie zombie. Et alors, j'avais opposé, comme j'étais arrivé à cette conclusion en faisant une comparaison biogéophysique du monde technique et du monde vivant, et l'incompatibilité en quelque sorte entre les deux, je me dis qu'une voie possible à explorer, qui est très peu explorée, c'est de justement faire une meilleure jonction entre le monde des techniques et le monde du vivant. Et donc, j'avais
sous forme de slogan dans un premier temps, mais on pourrait argumenter du point de vue géophysique, parler de technologies vivantes, c'est-à-dire des technologies qui respectent les processus du vivant et qui seraient potentiellement, ce n'est pas une certitude, qui seraient potentiellement compatibles avec les cycles biogéochimiques de la planète et qui respecteraient donc les formes d'habitabilité que nous connaissons encore pour le moment, et on ne sait pas encore pour combien de temps on les connaîtra. Voilà. Merci, merci José. Ça donne voilà, la possibilité de donner tout de suite la parole à François qui a justement sur son terrain de Détroit connu un effondrement de technique et a vu justement une ville s'effondrer et notamment des réseaux et des infrastructures sombraient. Donc à la fois morte-vivante, mais qui tendait à mourir également pour de bon. Et alors, tu participes donc à cette deuxième partie qui veut justement, à force d'avoir rematérialisé malgré tout le numérique, comme le signalait Alexandre, on a fini aussi par oublier les conditions humaines en fait d'exploitation des minerais, les conditions d'exploitation aussi des données dont on parle beaucoup, mais moins des minerais et moins des déchets. Donc, c'est cette dimension décoloniale qu'on cherche à mettre en avant dans cette deuxième partie. Et voilà, donc je sais que tu as des contraintes, donc je te laisse présenter ton travail et aussi ta perspective, puisque on a deux auteurs en commun, Donna Haraway, donc il y a aussi toute une réflexion théorique sur le devenir avec les autres qui est tout à fait passionnante dans ton travail. Alors, après ce que vient de dire José, je ne sais pas si ce que j'ai regardé les réseaux mesh sont des technologies vivantes. En tout cas, c'est de ça que j'essaye de parler dans cet article. C'est un article qui revient sur plusieurs années plus tard et sur des terrains de recherche que j'ai eu le plaisir, moi, d'arpenter durant mes années de thèse, qui m'ont amené à Détroit, aux États-Unis. Précisément, comme tu le disais, dans cette ville qui est assez symbolique dans l'histoire de l'industrie, de la politique, de la culture américaine, et qui, en 2013, a été déclarée officiellement en faillite, la plus grosse banqueroute pour une ville américaine. Et moi, je suis arrivé plutôt à la fin de ce qu'on peut appeler l'effondrement financier de cette ville et l'effondrement de tout un tas de chaînes de production, notamment de voitures, etc. Et Détroit est très connu pour ça. Mais je n'ai pas regardé les questions liées à l'industrie. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la mise en place de réseaux communautaires sans fil dans certains quartiers de cette ville. Et quand je parle de réseaux communautaires sans fil, je fais référence à des communautés de personnes qui mettent en place sur les toits de leur maison où ils vivent, sur les toits de leurs immeubles, sur les toits des églises qu'ils fréquentent, sur les toits des community centers où ils montent des projets. Eh bien, ils mettent en place des petites antennes qui maillées entre elles, c'est-à-dire qu'ils vont, c'est des petites antennes radio qui émettent et reçoivent sur la fréquence Wi-Fi, et bien permettent de créer un réseau ou du moins d'étendre un accès à Internet et du coup de partager cet accès à toutes les personnes qui vivent dans cette zone. Et Détroit est une ville qui est passée de 4 millions d'habitants à 450 000 habitants, donc elle a des zones immenses très très vides dans lesquelles les opérateurs de télécommunications ne veulent pas investir, venir mettre de la fibre, des câbles pour que le peu de personnes qui vivent dans certaines zones de ces quartiers puissent accéder à Internet. Donc des personnes doivent se démerder d'eux-mêmes et donc créer ces petits réseaux mesh qui sont une occasion de venir faire tout un tas d'autres choses, et c'est précisément ça qui m'a intéressé. Moi, dans le cadre de ma thèse, j'ai vraiment regardé qu'est-ce que c'était que ces pratiques de ces personnes-là. Moi, j'ai appelé ça, qu'est-ce qu'ils viennent faire quand ils viennent faire de la maintenance d'un réseau communautaire, qu'est-ce qu'ils viennent faire quand ils viennent construire ensemble ce que j'ai appelé un commun infrastructurel et faire œuvre de médiation infrastructurelle. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai regardé dans mes travaux de thèse. Et là, dans cet article, j'essaye de relire un peu toutes ces pratiques-là à la lumière de textes de Yves qui est là et qui m'a orienté sur cette question du lianage, qui est travaillé énormément aussi par Denetem Toambona. Et tu le disais, Laurence, par Donna Haraway, qui, elle, parle de
jeux de ficelle. Alors, c'était marrant de parler, moi, de mon côté, de jeux de ficelle sans fil, puisqu'en l'occurrence, ces antennes fonctionnent en Wi-Fi, comme je vous le disais. Et donc, j'essaye de relire ces terrains, ces pratiques à la lumière de ce que toi, Mbona, a appelé le lianagisme et ce que donc Donna Haraway appelle les jeux de ficelle. Donc voilà, c'est une relecture de terrain de thèse, plus qu'une immense réflexion, mais c'est plutôt le fait de me dire, voilà, si je devais aujourd'hui réécrire ma thèse, voilà de quelle manière je m'y prendrais. C'est précisément ces choses-là qui m'intéresseraient dans la situation écologique, industrielle dans laquelle on est. C'est ces choses-là qui m'intéresseraient de travailler. Et je pense que c'est des exemples de lianagisme numérique, justement, très, très riches, et qui nous apprennent des choses sur ce que peuvent être les communs aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose d'assez pertinent à ce niveau-là, me semble-t-il. Merci beaucoup, François. Et justement, cette perspective qui plutôt met en avant les liens versus les chaînes, c'est tout à fait justement voilà, le projet de cette deuxième partie, hein, qui est de faire le constat que d'un point de vue géophysique, politique, l'économie numérique reste post-coloniale, hein, depuis les mines qui vont être en Afrique ou en Amérique du Sud, principalement Congo-RDC pour ce qui est coltan et cobalt, hein, cobalt pour les batteries, le coltan dont on extrait le tantal pour les les composants électroniques. Et puis, donc, les déchets, hein, dont finalement la provenance est au nord, hein, mais dont les centres de recyclage informels ou enfin, de tentatives de recyclage informels ou formels se trouvent dans les suds. Voilà, cette géopolitique physique de l'économie numérique reste post-coloniale et donc si l'on œuvre à décoloniser le numérique, hein, il y a justement cette réflexion d'auteurs, hein, qui, notamment inspirés par Édouard Glissant ou Donna Haraway dans sa perspective d'éco-justice multispécifique, hein, sont des auteurs qui vont en grande partie être inspirer, hein, les différents articles de cette partie. J'ai vu que David, tu t'étais connecté, donc je te donnerai justement la parole juste après. Peut-être, bon, je vais présenter rapidement mon travail et puis ça te dire voilà que l'existence de votre association, qui est une association assez pionnière dans justement la réarticulation entre numérique, écologie et décolonialité, cette association de justice environnementale, et notamment sa participation à la campagne sur Instagram et TikTok, No Congo, No Phone. Donc voilà, toutes vos actions et votre existence même a été aussi une grande partie, aussi une source d'inspiration pour cet article. Donc cet article que j'ai écrit s'intitule Technocritique, éco-critique, faire critique du smartphone, donc pour un numérique décolonial. Donc, c'est l'idée de proposer à travers une rematérialisation et une décolonisation de la perspective technocritique, de convoquer l'approche aussi éco-critique comme thématique et comme méthode, et également d'aller justement relater les expériences de faire critique à travers ces 3 critiques. Eh bien, c'est une proposition justement à la fois empirique à travers différents corpus, actions, initiatives, donc une proposition de décolonisation aussi à la fois empirique et aussi théorique du numérique. Donc la première technocritique, une partie technocritique suppose par exemple d'aller convoquer des travaux assez récents qui vont essayer de comprendre comment le continuum minerai-donné justement peut être envisagé comme la suite en fait du colonialisme, du capitalisme
et de son colonialisme, et non pas comme certains peut-être auteurs de technocritique considèrent que le capitalisme numérique est un capitalisme spécifique. Donc, je pense ici aux travaux de Nick Couldry et Ulysse Méjas, hein, qui donc pensent du minerai aux données ce continuum dans l'histoire même du capitalisme, et on nous montre la logique intrinsèquement coloniale, avec l'idée que les régions, hein, qui sont exploitées, et surtout les humains, hein, qui y sont exploités, sont les mêmes régions, hein, que celles justement du capitalisme et de ses premières enfin, du point de vue de ses premières révolutions industrielles. La deuxième chapitre justement qui convoque la perspective éco-critique. Alors l'éco-critique, c'est à la fois aujourd'hui voilà, une voie d'analyse thématique de certains récits, de certains films, etc. Mais ça peut être aussi une méthode, et ça, c'est plutôt du côté de Donna Haraway, qui va justement suggérer de faire appel à ce qu'elle appelle l'ASF, la petite SF, la fabulation spéculative, pour vivre dans ce moment qui est un moment de trouble. Voilà, et donc pour vivre avec le trouble, eh bien, elle propose, hein, de fabuler, notamment ce mouvement d'éco-justice multispécifique qui permettrait justement, hein, de penser des relations de devenir avec entre les différentes entités qui peuplent la Terre, qui l'habitent. Et donc, elle imagine, elle convoque, elle inspire ce qu'elle appelle des assemblages multispécifiques qui vont inclure les personnes humaines, mais pas que. Et c'est donc l'une des voies éco-critiques que j'ai étudiées dans cette partie dédiée à l'approche éco-critique. Mais il y a une seconde voie qui est justement cette voie militante qui vient de ces enfants creuseurs du cobalt et du coltan, et qui justement, ce sont des voix qui ont été portées lors de campagnes, notamment l'une qui s'appelle No Congo, No Phone, via des applications mobiles, donc de façon paradoxale, avec ces deux faces toujours dark et smart du smartphone. Et dans ces campagnes, il s'agissait justement de dénoncer notamment le travail des enfants. Et ça, c'est une voie aussi, on va dire, éco-critique, hein, parce qu'il s'agit de créer, hein, des narrations autour justement de cette exploitation humaine. Et donc, c'est une voie qui est également présente et représentée dans cette partie éco-critique. Et la dernière partie, elle s'inspire notamment de mes expériences de makeuse et d'associations pour contrefaire certains scénarios techniques extractivistes et énergivores, par exemple des objets connectés. Et donc, c'est une réflexion sur toutes les initiatives, hein, justement, à la fois contrefaire, de développer d'autres scénarios moins énergivores, plus modulables, etc., autour par exemple, de capteurs environnementaux, pour des données qui sont aussi intéressantes, hein. Ça, c'est ce que montre Brighton, en disant qu'une grande partie finalement de la connaissance que nous avons de la situation d'effondrement que l'on connaît aujourd'hui au plan écologique, elle est en partie liée à tout simplement des puissances de calcul qui permettent de modéliser, etc. Et puis toutes les expériences aussi du côté des pratiques de recyclage, hein, notamment dans l'ouvrage, il y a un article de Yasmine Abbas et de Deke Oseo Azareh sur leur projet de Fab Lab mobile, avec justement les éléments qui étaient présents dans la décharge d'Aglobichi à Accra. Et donc, la façon dont ces déchets ont été aussi vus comme des ressources, hein, et donc de déployer des savoir-faire autour de la récupération, de la recréation. Et donc, c'est cette partie, hein, qui essaye justement de mettre en avant, par la mise en valeur du faire critique, des approches qui rendent un peu la parole, hein, notamment
à toutes ces initiatives, comme disent Yasmine et Deke, africologiques, hein. Voilà, et ça résonne aussi avec le collectif d'artistes Congo Astronautes, lui qui va développer plutôt une voix afrofuturiste. Voilà, donc 3 critiques justement qui sont articulées, agencées pour faire en sorte, hein, justement de développer cette approche décoloniale du numérique. Et comme je le disais tout à l'heure, donc une des sources d'inspiration a été cette campagne No Congo No Phone, qui a été notamment, auquel notamment l'association Génération Lumière a participé. Alors David, est-ce que tu peux justement, puisque tu nous as fait le plaisir de t'entretenir avec nous, est-ce que tu peux présenter votre association qui me semble assez pionnière dans cette façon dont explicitement elle milite pour la justice environnementale, mais en prenant comme objet notamment le smartphone spécifiquement. Bonjour, merci à Laurence encore une fois pour l'invitation. Je m'excuse d'être arrivé en retard. Je suis entre Lyon et Grenoble et de temps en temps, j'arrive à trouver un petit temps pour essayer de trouver le temps que j'ai pu pour en tout cas être avec vous. Et pour ce qui concerne l'association Génération Lumière, en fait, ça vient des histoires que l'on partage avec d'autres personnes qui ont fondé l'association Génération Lumière, dont moi-même. C'est le fait finalement qu'on soit le produit des questions migratoires. En fait, moi, je viens de la RDC et là où justement se passent ces guerres pour avoir accès à ces minerais-là, donc à l'Est. Et, je vous passe tous les trajets, enfin, les temps pour arriver en France, la trajectoire pour arriver en France. La création des Générations Lumière a lieu en 2015, où, en fait, il y a cette envie, en tout cas, de participer à la cause environnementale, mais dans lesquelles on n'arrivait pas à se retrouver parce que nos histoires n'existaient pas dedans. C'était une approche environnementale très, j'ai envie de dire, abstraite pour nous, où on nous parlait du carbone, des effondrements, mais nous qui avons vécu, hein, pour nous, on estime que c'est des effondrements, avoir changé de pays, avoir des chiffres comme plus de 6 millions de morts, c'est des effondrements. Et ces histoires-là, même la migration, enfin c'est ça, l'exil ne peut pas être mise dans ces problématiques-là où elles n'étaient pas forcément explicitement dites comme faisant partie des choses que l'écologie peut traiter aussi. Donc, ça nous semblait intéressant de pouvoir se dire, ben, nous aussi, on a notre place. Et d'autant plus que là, il y a un fait, je dirais, un événement marquant, c'est quand les Syriens, en fait, ils commençaient à arriver, puis il y a eu une histoire dramatique avec un enfant qui s'était écroulé au large de Lampedusa. Et oui, on avait plein de discours, notamment de certains responsables politiques français, qui disaient en fait qu'on envahissait la France. Et de l'autre côté, nous, on sait qu'on a quitté la guerre parce qu'il y avait des multinationales qui s'accaparaient des richesses. Chez nous, je n'explique pas là les processus, comment ça se passe, mais il y a encore des bandes armées. Si on passe par l'État central, c'est la corruption, c'est des déstabilisations politiques. Sinon, on passe par des bandes armées et on crée des guerres, on fait de l'accaparement des terres, puis on extrait des minerais qui se retrouvent sur le téléphone portable de ceux-là même qui disaient que nous envahissions leurs terres. Et donc, on s'est dit, ben voilà, on va aussi créer, on va parler de cette écologie-là qui nous tient à cœur. Non pas qu'on n'a pas du tout envie de parler du CO2, du carbone, mais peut-être décentrer aussi le regard, excusez-moi du terme occidental, hein, de ces questions-là. Pas dire, bon, en fait,
ranger ta poubelle, faire un tri, si tu veux, mais pour nous, il y a des enjeux aussi qui sont liés à la question de justice environnementale. Puis, quelques années plus tard, on n'a pas forcément les mots savants. On était en train de se former aussi sur ces questions qui venaient j'ai envie de dire, des tripes et de nos histoires. On n'avait pas encore une approche, j'ai envie de dire, savante non plus de ces questions-là. Donc, on a créé cette première conférence qui s'appelait Nos Congonophones, où on va expliquer la géopolitique et les déstabilisations politiques. Et au fur et à mesure qu'on continue à se perfectionner dans cette analyse et avoir aussi beaucoup de retours sur le terrain, parce que ce qu'on voulait, c'est vraiment pas d'exister qu'en France et de ne pas avoir un regard sur ce qui se passe au pays. Donc, Génération Lumière, dans sa création, a existé et existe déjà dans la région des Grands Lacs, avec des membres qui sont au Congo, à l'Est et d'autres, parfois même dans des villes où ça se passe, notamment à Kolwezi, si c'est une ville vous avez certainement dû entendre parler. Et, et, et les mots savants, notamment les mots écologie décoloniale, en fait, c'est à la rencontre avec d'abord les livres de Malcolm Ferdinand et puis Malcolm lui-même qui, enfin, ça fait, on s'est tout de suite entendu et on a trouvé enfin, j'ai envie de dire, quelque chose qui nous parlait parce que on arrivait facilement du coup à lier les questions d'anticolonialisme, les questions et les questions environnementales à partir du smartphone, à partir en passant par justement l'outil que tout le monde dispose dans sa poche, quoi. Voilà très rapidement en fait ce qu'on fait, puis on continue à faire des conférences, des débats, des arbres à palabres. Et aujourd'hui, on est également un côté un peu formation sur la question de justice environnementale pour des gens comme nous qui veulent essayer justement de parler des enjeux d'écologie décoloniale dans leur territoire, enfin dans le double espace, pour le dire comme ça. Voilà. Et toujours continuer l'action des plaidoyers et faire de conférences pas uniquement basées sur ça, mais également sur les questions du numérique. Parce que, comme vous l'avez tous dit, souvent on a l'impression qu'il n'y a pas du matériel dedans, que c'est vraiment, on a juste notre ordinateur et c'est du soft power, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Soft, du logiciel, quoi. J'ai oublié le mot en anglais, vous m'excuserez. Voilà, et donc on fait aussi, on essaie également de faire des conférences autour du numérique responsable et dans lesquelles on va inviter des gens qui ont un discours sur justement des questions de logiciels et nous, on va avoir un regard sur la matérialité en fait de ce qui supporte les logiciels, donc voilà les éléments électroniques et par conséquent les minerais comme Laurence l'a cité, les coltans et le cobalt, qui vient, 80% du coltan provient de la RDC, 60% du cobalt mondial provient de la RDC aussi. Donc, c'est de ça dont on parle régulièrement. Voilà. Merci. Merci beaucoup, David. En effet, oui, tu signales dans ton entretien la violence qui finalement sous-tend tout cet extractivisme avec justement un accaparement à la fois des ressources, mais des bandes armées qui vont aussi à la fois violenter, terroriser les peuples de la région pour justement monopoliser l'accès. Donc, il y a cette façon aussi dont l'ouvrage essaye à la fois, bien sûr, de rematérialiser le numérique, de le rebiosphériser, mais également de lui redonner le visage même qui devrait être le sien, qui est le visage en partie d'enfants creuseurs, par exemple, dont maintenant on commence, voilà, il y avait une première alerte avec Amnesty International en 2015, qui avait donc réalisé une enquête dans les mines, mais dont justement la campagne de Nos Congonophones essayait encore
de plaider la cause. Hein, voilà, donc c'est cette violence en fait, tout simplement, qui est aussi très, très présente hein, dans l'ouvrage. Hein, voilà, tu décomptes hein, les morts, les viols dans ton entretien. Voilà, c'est aussi Il y a cette face ça, plus que sombre. Voilà. c'est en fait cette recherche du profit, même dans cette atrocité-là. C'est-à-dire, on va utiliser des gamins parce que c'est plus facile quand on creuse des trous pour aller chercher des minerais. On va violer les femmes parce que ça coûte plus cher d'utiliser les balles pour terroriser une population. Alors, on va utiliser le viol comme une arme de guerre pour déstabiliser la population. Enfin, je ne dis pas qu'on fait que violer. On tue, puis on viole. Et ça a été du coup théorisé, expliqué, redit et redit par le docteur Denis Mukwege, qui a été un prix Nobel par les actions qu'il fait au Congo. Mais la question environnementale, c'est là où nous aussi on tient à le dire, c'est que la question environnementale, elle n'est pas du tout pensée. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas cette destruction, ces accaparements des terres-là, ils ne font pas qu'accaparer. C'est-à-dire que quand on va aller chercher ces minerais, on va utiliser des produits toxiques qui vont causer des maladies aux gens, qui vont en fait une seconde mort, peut-être plus lente, mais une mort. Et personne n'a fait des études pour savoir si ces terres-là, un jour, s'il y a la paix ou quoi que ce soit, si elles redeviendraient utilisables, ne serait-ce que pour faire des champs et autre chose. Donc, c'est tout ça, c'est-à-dire le présent, on nous l'a confisqué, on le sait, même l'avenir par cette méthode d'extraire, on le confisque aussi parce qu'en fait, on ne sait pas si nos terres, aujourd'hui, enfin là où en tout cas ça se passe, sont des terres saines à lesquelles on peut imaginer une autre façon de faire l'économie. Et du coup, on a tout un État qui se concentre sur l'économie liée à l'extraction des minerais. En fait, on nous a enfermés dans ça, et ça, c'est voilà, les multinationales, toujours pour répondre à des besoins extérieurs en fait, de la RDC. Ça reste donc, on reste dans ce colonialisme, qu'il soit numérique ou pas que, voilà, ouais. Et donc, l'ouvrage hein, suit une sorte de cycle de vie en fait du smartphone, qui est assez critique hein, du point de vue de tous les terminaux numériques, parce qu'il a aussi cette dimension de renouvellement tous les 2 ans. Et donc, tous les 2 ans, en moyenne, par exemple, en France, on va changer de smartphone. Alors, pour des raisons qui vont être majoritairement des raisons, on va dire techniques, obsolescence matérielle, obsolescence logicielle, ou casse, hein, proprement dite. Mais dans les derniers chiffres là, du baromètre ARCEP-CREDOC de 2021, il y a 25% des répondants qui ont plus de 12 ans qui expliquent qu'ils ont changé de smartphone pour des raisons de goût, de choix, d'envie, donc ce qu'on peut appeler de l'obsolescence sociale. Et donc, sachant que pour fabriquer et commercialiser un smartphone, il faut 4 fois faire 4 fois le tour de la Terre, et bien tous les 2 ans des renouvellements. On a en effet un terminal numérique, en France, il est distribué à 84%. Il y a quasiment autant de cartes SIM dans le monde que d'habitants, hein. On est à 7,5 milliards, donc voilà. Donc c'est un terminal numérique assez particulier du point de vue de sa criticité, hein. Donc c'est aussi pour cette raison que l'écologie du smartphone est intéressante à soulever, car elle est souvent moins appréhendée, mais elle est la plus critique finalement. Et donc, il y a cette question du déchet, puisque renouvelé tous les 2 ans, sachant que peu de téléphones sont encore recyclés. En France, notamment, il y a un désir de recyclage, une envie de recyclage, peut-être
aussi de réparation, mais ça reste pour beaucoup de l'intention, puisque aussi dans les chiffres de 2021, seuls 14% des smartphones sont recyclés. Et donc, avec 20% d'intention de le recycler, mais pour le reste, voilà, ils sont en grande partie conservés à domicile, hein, mais voilà, il y a simplement aujourd'hui 14% de recyclage. Ce qui amène donc à produire une quantité de déchets extrêmement importante, hein, au point dans le monde, puisqu'on estime à 53 millions de tonnes de déchets électroniques et électriques, avec seulement là, d'un point de vue mondial, seulement 17% d'entre eux qui sont recyclés. Voilà, donc on a aussi en fin de cycle de vie, si on peut appeler ça la vie, avec toutes les dimensions un peu mortifères, hein, qu'on a, symboliques, biophysiques ou humaines, hein, qu'on a décrit tout au long de cette présentation. Donc on a un cycle de vie qui est problématique également en fin de vie, quand l'objet smartphone devient un déchet, hein, qu'il est donc voilà, soit conservé mais ne plus utilisé, soit parfois carrément voilà, jeté. Il y a un petit pourcentage, hein, de smartphones qui sont carrément jetés à l'issue de leur utilisation par les individus. Donc ça, cette partie fin de cycle de vie, on l'a traitée dans une troisième partie en essayant justement un peu à l'appel aussi de ces technologies vivantes, c'est-à-dire comment, ou ce que pourrait dire également Diego Landivar, comment redignifier en fait des objets qui courent vers la mort, hein, notamment ces objets techniques qui sont les smartphones. Et donc là, on a voulu mettre en valeur justement ces initiatives, voilà, qui vont vers des gestes de soins, de réparation, de recréation, de durabilité, qui sont à la fois des savoir-faire, des gestes, hein, qui demandent aussi des instances et également des droits, voilà, parce qu'il y a aussi tout un droit à la réparation qui est plaidé, qui est en train de se constituer dans les mobilisations, de par les mobilisations. Donc ça, cette troisième partie, elle est notamment introduite par l'article de Nicolas Nova et d'Anaïs Bloch. Alors Nicolas, est-ce que tu peux nous présenter l'article et puis peut-être aussi tous les entretiens que l'on a réalisés avec des associations, des collectifs d'artistes, hein, voilà. Merci beaucoup. Merci Laurence. Ouais, cette troisième partie de l'ouvrage, hein, qui est à la fois sur les questions de recyclage et de réparation, elle commence par un chapitre qu'on a rédigé avec ma collègue Anaïs Bloch et qui s'appelle « Clinique des smartphones, clinique des usages, clinique environnementale » avec un point d'interrogation. C'est un chapitre qui provient d'un projet de recherche qu'on a mené avec ma collègue Anaïs pendant 3 ans, hein, en Suisse, sur la question. Alors, je ne veux pas utiliser le terme de fin de vie parce qu'il me semble justement, comme tu l'as dit, un peu problématique, mais plutôt sur qu'est-ce qui se passe quand cet objet il casse, il marche plus, il marchote, il a des problèmes, et que même si les gens veulent en changer pour des raisons économiques, ce n'est pas le cas. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est prendre le territoire un peu, s'il y a un pays dans le monde dans lequel on peut justement, qui est peut-être le point extrême pour aborder ces questions, c'est la Suisse, parce qu'évidemment, c'est dans les imaginaires collectifs, hein, c'est le pays riche dans lequel il y a des moyens, il peut y avoir justement une profusion de moyens pour renouveler son téléphone, son smartphone. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est de voir que depuis une dizaine d'années, ont éclos dans des villes ou même à la campagne, toutes sortes de petites boutiques de réparation pour les écrans, pour les connecteurs de charge, pour des problèmes de carte mère, pour des problèmes de microprocesseurs, des problèmes logiciels, etc. etc. Et qu'en fait, il y a une forme d'économie de la réparation qui est apparue, hein, et qui, là, nous, on s'est intéressé spécifiquement aux boutiques qui sont non affiliées aux grandes entreprises. Donc, c'est des gens indépendants. Il y a une partie qui sont suisses, une partie qui viennent d'ailleurs. Hein, et donc, on a fait une enquête dans les villes comme Genève, Lausanne et Zurich, hein, auprès de ces réparateurs pour saisir, en fait, qu'est-ce que c'est que réparer un objet. Un, n'est pas censé ou autorisé à réparer. Et deux, quel type de savoir-faire, connaissance ça produit. Et c'est là où le titre, en fait, clinique du smartphone, clinique des usages, clinique environnementale apparaît, parce qu'on s'est rendu compte que
de prime abord, en fait, beaucoup de ces boutiques ont été fondées pour une logique économique assez simple. En gros, réparer des écrans cassés, des boutons cassés sur des téléphones en cours de, voilà, qui étaient encore sous, voilà, quand on a un abonnement pendant 1 an ou 2, quand on casse un smartphone, même si on vit en Suisse, ça coûte quand même cher de racheter un appareil. Et du coup, beaucoup de gens vont dans ces boutiques pour remplacer un écran, un bouton. Donc ça, c'était le point de départ, hein, dans ces boutiques qui ont souvent des noms type clinique du smartphone, Docteur Smartphone, une espèce de métaphore médicale qui est superficielle évidemment, mais qui, quand on l'a creusé, on s'est rendu compte qu'au-delà de la réparation de l'objet, c'était aussi un soin, une attention en fait aux utilisateurs et aux utilisatrices de ces objets et une forme de médiation sur qu'est-ce que c'est qu'utiliser un objet numérique comme le smartphone, qu'est-ce que c'est la forme d'aliénation que certains utilisateurs et utilisatrices peuvent ressentir par rapport à l'objet. Et progressivement, avec le temps, c'est aussi mis en place un argumentaire de soins environnemental, en fait. Ce n'était pas forcément présent au début, mais beaucoup de ces réparateurs se sont rendus compte de l'argument en fait vertueux, hein, d'augmenter la durabilité de ces objets, c'était faire attention à des problèmes en fait qu'on a déjà décrits tout à l'heure. Alors évidemment, il y a un écart considérable entre je ne vais pas dire que c'est une solution, mais plutôt ces pratiques en fait d'augmenter la durabilité des objets, et puis les problèmes en fait qu'on vient de mentionner, liés à l'extractivisme, liés aux conflits sociaux et atroces qui ont été mentionnés, et aussi aux limites planétaires. Mais ça montre quand même que de manière un peu à la fois sous le radar, hein, parce que c'est pas forcément très connu, mais en fait de manière implicite, en fait, se met en place certains gestes et attitudes de réparation qui, moi, en fait, et là, je poursuis dans d'autres projets, en fait, qui m'amènent à m'intéresser à d'autres pratiques en fait qui peuvent être, alors ça peut être soit les repair cafés, hein, donc ces ateliers de réparation associatifs dont on a fait un entretien avec l'atelier de repair café du 5e arrondissement à Paris par exemple, qui sont une modalité la plus collective, participative, hein, de réparation, voire même d'affronter sa méconnaissance des objets techniques. Mais il y a également en fait tout un ensemble de courants, moi, qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui dans mes travaux de recherche, mais aussi qu'on a pu interviewer en fin d'ouvrage sur le devenir en fait de tous ces rebus, ces déchets, ces objets inexploités numériques, et qui donnent lieu dans certains groupes sociaux, et notamment chez des artistes ou des designers, à des formes de détournement, de réutilisation, on pourrait dire, c'est pas du recyclage ou de la réutilisation dans le sens industriel du terme, mais c'est plutôt des pratiques vernaculaires qui se mettent en place, et qui se mettent en place aussi dans des endroits comme le monde occidental, où on ne pourrait pas suspecter d'un intérêt pour le déchet. Et donc, il y a dans le livre, en fait, ça se termine avant le papier de Yves Citon sur différents projets de ce type qui soulignent que même chez les gens qui sont à l'autre bout de la chaîne, il y a en fait un intérêt en fait à essayer de faire durer, à transformer. Et voilà, la question qui se pose, pour revenir au propos introductif de José Alloy, tous ces objets qui sont zombies, ils sont là. Ils vont pas disparaître. Hein, c'est aussi le propos d'Alexandre. Donc, est-ce qu'il s'agit de les exploiter pour les remettre en circuit dans une logique industrielle? Peut-être c'est pas la bonne solution, mais en tout cas, ça va donner lieu à toutes sortes de pratiques qu'il est intéressant de décrire, parce que au-delà des objets que ça construit, ça crée des savoir-faire et un rapport aux objets techniques qui est quand même un peu plus sain qu'accepter des choses qui nous tombent du ciel et qu'on accepte tous les 2 ans. Ouais. Et puis, vous êtes donc, votre article, il est, on peut le dire, hein, c'est le plus, avec la part d'Anaïs Bloch, c'est le plus visuel aussi
de l'ouvrage, hein. Donc, tu as opté aussi pour une méthode à la fois d'enquête ethnographique, mais de restitution Oui. également par le design graphisme, enfin, l'approche graphisme. Oui, alors l'idée, enfin, c'est aussi le fait de faire de l'anthropologie des techniques dans une école d'art et de design, c'est aussi mettre en place d'autres moyens, et notamment l'utilisation du dessin d'observation et de la bande dessinée, qui n'était pas du tout voulu, qui est apparu pendant le terrain, parce que faire du terrain dans ces boutiques montées par, je sais pas, à la fois des réfugiés syriens, des franco-marocains, franco-tunisiens, ou des gens qui viennent de plus loin encore, était aussi une question de qu'est-ce qu'on fait là-dedans, enfin, comment on fait comprendre à ces personnes ce qu'on vient faire, et pas leur donner à penser qu'on est là pour voler leurs idées. Et le dessin était une manière à la fois de valoriser leur pratique et pour elles et eux, c'est quelques femmes aussi, voilà, de traduire, d'avoir un dialogue en fait avec ces personnes et leur expertise. Et aussi parce que ça, c'est le fait de travailler, moi je suis dans une école d'art et design, au contact de gens qui conçoivent des objets techniques, et pour lequel voilà, il y a d'autres langues, d'autres manières de parler pour faire comprendre les enjeux que juste le texte académique. Ouais. Oui, et d'une certaine façon, il y a une dimension, non, ce ne sont pas vraiment des tutoriaux, mais voilà, il y a aussi la monstration de gestes, et cette monstration de gestes, elle va aussi dans le sens, hein, de la conclusion d'Yves sur cette idée de cette écologie de la réparation, et qui suppose en effet tout un ensemble de gestes de soins, de maintenance, de réparation. Et donc, on peut se dire, voilà, qu'on termine quand même l'ouvrage sur finalement l'idée de plaider pour justement une culture de la réparation, mais dès l'usage en fait, voilà, et même dès la possession, l'obtention de ce type d'objet, sachant que notamment dans les Repair Café, etc., on apprend combien il est difficile d'ouvrir matériellement ces boîtes noires, combien il est difficile, de par la petitesse des éléments aussi, de les recycler, de les réparer. Donc aussi cette culture du soin, tout simplement, à apporter pour faire en sorte, voilà, de laisser le plus longtemps possible vivantes des objets, voilà, qui sont malgré tout déjà aussi zombies. Voilà, donc c'est aussi un plaidoyer pour cette culture de la réparation qui est à l'œuvre, voilà, dans cette partie, et dans l'ouvrage en général, voilà, avec donc une diversité des méthodes. Tous les articles ne se ressemblent pas, ils n'ont pas tous des notes de bas de page, il y a aussi des entretiens, il y a du graphisme, pas de son parce que voilà, mais il y a tout le monde entier est aussi présent dans cet ouvrage, puisqu'il y a beaucoup de zones, hein, géographiques qui sont parcourues, hein. On l'a vu avec Détroit, on l'a vu avec l'Afrique, et puis ici aussi pour ce qui est de la France, avec les acteurs associatifs qui ont été interrogés. Voilà. Est-ce que vous souhaitez dire un dernier mot? José, tu tu veux peut-être conclure aussi, parce que on est dans un moment qui rend encore plus, comme tu le disais aussi Nicolas, encore plus finalement, qui rentre en résonance avec tous les propos, tous les savoirs et toutes les réflexions de l'ouvrage. Et donc le contexte actuel, c'est une sorte de cas pratique en fait, de ce que l'on a pu aussi décrire. Alors voilà, est-ce que je te laisse la conclusion si tu le souhaites, hein, mais on parle des c'est intéressant pour nous. Oui, merci Laurence. On parle des technologies numériques dont le smartphone est le sommet de l'iceberg en fait, hein, parce qu'il est très visible, puisqu'on signalait que tout le monde en a un dans la poche, ou pratiquement, parfois plusieurs même. En fait, les technologies numériques, ça rejoint aussi l'exposé d'Alexandre, c'est une zombification d'à peu près tout. Parce qu'en fait, c'est une technologie qui est omniprésente. On la met dans tous les objets. On a maintenant des brosses à dents qui sont en fait, alors que la brosse à dents pourrait être un objet simple, eh bien, c'est un objet électronique complexe qui contient parfois des microprocesseurs dont la puissance est absolument sidérante, pour des usages un peu étranges qu'on peut qualifier de superficiels. Mais donc, en fait,
c'est un peu aussi l'idée des smart objets, des smart networks, etc. C'est-à-dire à peu près tous les objets vont être zombifiés, comme le plus anodin qui est la brosse à dents. Et c'est une sorte de brouillard qu'on est en train de disperser parce qu'en fait, si on réfléchit, je ne sais pas moi, à des technologies ancestrales comme faire de la bière ou du vin, ce qui a priori est durable puisqu'on en fait quand même depuis des millénaires, enfin, l'Antiquité. Mais maintenant, si on va dans une brasserie ou chez un vigneron moderne, tout est numérisé en fait aussi. Et donc en fait, même le boulanger est numérisé. Donc finalement, les technologies, les techniques de base que sont le pain, le vin, la bière, sont devenues des zombies grâce, je dirais plutôt à cause du numérique qui zombifie tout ce qui bouge. Et c'est une tendance de l'intelligence artificielle que l'on veut aussi implanter dans plein d'objets où on se demande aussi quelle est l'utilité. Et donc, en fait, quand je faisais allusion dans le texte au film World War Z, qui est cette espèce d'invasion monstrueuse de milliards de zombies, en fait, on les a. La métaphore tient la route parce qu'on a vraiment des milliards de zombies. Ce sont toutes ces puces qui sont en train d'être distribuées dans tous les objets, des plus anodins aux plus sophistiqués. Et donc, on a besoin de devenir schizophrène, c'est-à-dire on est prisonnier de la dépendance au chemin de ces technologies, mais en même temps, on doit inventer des pistes de sortir de ça, parce qu'on va être obligé de sortir de ça. Donc, mais on aimerait bien sortir en faisant des choix politiques intéressants plutôt que de subir la guerre des zombies jusqu'à la fin. Et donc, c'est une des difficultés, je pense, de la pensée technologique, c'est que sur le court et le moyen terme, on est prisonnier des zombies et donc on doit continuer à en fabriquer malgré nous, à la limite, et puis pour des raisons socio-économiques compliquées. Et puis en même temps, on devrait inventer des pistes de sortie. Et là, je trouve comme chercheur, plutôt en physique, je pense que malheureusement, la recherche scientifique, même académique, est beaucoup trop centrée sur le court terme et on perd de vue le long terme et donc on n'est pas occupé à construire des avenirs alternatifs en fait. Pour le moment, on est dans l'extrapolation de l'existant et très peu dans l'invention d'autres choses. Ça, c'est un grand défi pour les secteurs de la recherche en sciences et technologies. C'est-à-dire il faut sortir de l'extrapolation de ce que l'on connaît et que l'on fait très bien et aller vers l'invention d'autres choses au sens très général. Et donc, finalement, l'ouvrage, c'est un constat de la complexité aussi de ces questions, puisqu'il y a toutes les dimensions sociales, économiques, humaines, politiques, enfin, et puis bien sûr, toute la géophysique de la Terre, toute la biophysique de la Terre, toute la physique de ces objets. Donc, ce sont aussi des dimensions auxquelles on n'a pas l'habitude de penser. C'est-à-dire penser de manière systémique, mais ça veut dire utiliser tous les savoirs humains, ce qui dépasse largement la capacité d'un cerveau humain. Donc, on doit créer des collectifs, des échelles temporelles et planétaires hors du commun aussi. Donc, le climat nous invite à penser sur des siècles ou des millénaires. Les climatologues nous montrent ça régulièrement. Mais en fait, on doit à la fois s'imaginer ce que va être le 22e siècle tout en pensant à ce qu'on va faire dans les 5 ans qui viennent. C'est aussi une gymnastique cérébrale à laquelle on n'est pas habitué. C'est aussi, finalement, ces technologies, c'est assez spectaculaire. Ça nous amène à la limite des cerveaux humains, en tout cas du cerveau humain isolé. C'est-à-dire, soit on développe une intelligence collective planétaire, puisqu'il faut que ça convienne à l'humanité dans sa diversité, donc c'est un défi monstrueux, soit on reste coincé avec son propre cerveau et donc on pense en silo. Et donc on se retrouve avec tous ces textes de prospective qui pensent un tout petit morceau du problème, qui pensent résoudre un morceau du problème, et qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de renforcer des problèmes ailleurs dont ils n'ont peut-être pas connaissance ou qu'ils n'ont pas intégré dans leur pensée. Donc, l'anthropocène, c'est aussi les limites du cerveau humain, quelque part. C'est les limites de la technologie et du cerveau humain. Est-ce qu'on va arriver à dépasser ces techniques
C'est ça la mission. Et ses limites. C'est ça la mission qu'on s'est fixée, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. On est vraiment heureux que tu aies participé aussi voilà, à confectionner cette intelligence collective avec les plus de 20 auteurs. Je crois qu'on est une vingtaine d'auteurs hein, dans cet ouvrage et tous, voilà, on leur part, leur place pour cette guerre contre les zombies. Voilà. Donc, Il va nous occuper un certain temps. D'un certain temps, voilà. Donc, pour un manuel anti-zombie technologique, on vous recommande de lire voilà, Écologie du smartphone, qu'on a eu plaisir à co-coordonner avec Alexandre Monin, Nicolas Nova et moi, même donc Laurence Arlard, parce que je ne me suis pas complètement présentée, et puis tous les auteurs voilà, de l'ouvrage et ceux qui étaient présents voilà, avec nous, que je remercie beaucoup. Voilà, donc je vais vous dire bonne lecture à tous ceux qui nous auront donc écouté et pris le temps d'écouter chacun et chacune d'entre nous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir, bonne soirée. soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée.